Vidéo B2, le coach, la posture. Dans le foot, la transmission du savoir jouer, comprendre le vocabulaire et saisir des notions de stratégie est définie majoritairement par un socle de compétences techniques montrées et à démontrer sur le terrain. Cette mission-là est enseignée de façon progressive où la complexité des situations de jeu apporte la technicité et l'efficacité dans le déroulement des actions. Ce que l'on demande au coach pour transmettre les apprentissages sont des qualités de compétences techniques, mais aussi des aptitudes pédagogiques. Il s'agit là de savoir faire faire. Un drôle de concept que ce savoir faire faire. La transmission du savoir n'est pas chose simple, car il faut au coach s'assurer que ce qu'il dit et ce qu'il montre soit entendu et compris. Le savoir faire faire est en lien avec ce qu'on appelle la psychopédagogie. Le foot part du principe que toute personne ayant une connaissance ou une expérience de footballeur est apte à enseigner à des jeunes pousses. Mais est-ce vraiment l'essentiel ? Voyons l'autre face du coach, celle qui regarde sa personnalité. Nous voulons parler de sa posture. La posture est une histoire de contrôle de soi. Une sacrée complexité entre éthique et responsabilité. Elle est issue de l'éducation reçue et l'envie de la transmettre. Il n'y a pas d'école ni de formation spécifique pour cela. La posture parle du verbe être et non pas des verbes avoir et savoir. Surveiller son langage, montrer l'exemple en se maîtrisant face aux décisions du corps arbitral, faire respecter les règles du jeu à ses joueurs et évidemment faire preuve de fair-play avec les adversaires. Mais dans la posture, il y a également la présentation de soi, l'empathie, le style relationnel, la tenue vestimentaire, l'humilité, le partage. Cela forme déjà une belle série de contrôles. Si ce coach encadre une équipe de jeunes joueurs, la posture devient éducative et se double d'une autre série de contrôles. Celle-ci va lui demander une liste de compétences et de connaissances que d'emblée, le coach pense posséder pour gérer un groupe. Mais voyons cette liste. La sécurisation, la protection, la défense, le suivi de la santé et des capacités psychiques et athlétiques pour chaque jeune membre du groupe, la priorité à l'épanouissement du jeune ou l'anti-autarcie, l'éducation par le jeu et l'expérimentation ou l'anti-téléguidage, la gestion des conflits internes et les réponses à la frustration, la place de la parole et la circulation des informations externes au jeu, l'affirmation de la loi et des règles, l'observation et l'évaluation des apprentissages, les relations avec les parents et le malentendu de la paternité, la question de l'éthique ou du fair-play, la notion de club et de licence, l'accompagnement et la médiation sociale, l'équité ou l'équilibre entre gentillesse et fermeté, la démarche éducative holistique. La liste est longue, n'est-ce pas? Et la liste n'est pas close. Loin de nous le souhait de décourager l'engagement de volontaires,
L'objet est uniquement de présenter le rôle de coach comme un véritable travail qui dépasse l'aspect de ses compétences techniques. Si cette liste apparaît quelque peu distante de la pratique sur le terrain et de l'encadrement de gamins venus uniquement pour jouer au foot, elle n'en demeure pas moins induite par la démarche label ou par la demande d'exigence de qualité des parents. Ou encore, et dans ce cas c'est heureux, par le comité du club qui impose aux coachs des catégories jeunes d'assurer correctement tout ou partie de cette autre feuille de route. Voyons l'attitude de notre joueur Basile face à son coach. Basile n'a cure de ce fatras de compétences qu'endosse son coach. Son attitude immature et insouciante est celle du collégien qui laisse la problématique du programme et la pédagogie à son professeur. C'est assez coton pour Basile toutes ces consignes, mais bon, la victoire sera certainement au bout. Il écoute sagement le briefing d'avant-match, secoue la tête comme les autres, prend un air grave, montre qu'il est concentré, fait semblant en fait. Sa liberté d'action sur le terrain se trouve alors sous contrainte des directives et vient abaisser très discrètement le curseur du seuil de frustration. Nous disons que cela se déroule à son insu. Car plus Basile abaisse son seuil de frustration, moins il a conscience de l'environnement social dans lequel il évolue. Basile n'est plus sur un terrain de foot, il est dans son rêve éveillé. Il ne perçoit pas les signaux que son cerveau tente de lui envoyer concernant les grands gestes de son coach. C'est à ce moment-là que le coach se dit qu'il a loupé quelque chose. Quelles seront les conséquences de l'attitude de Basile sur les réactions de son coach? Elles sont évidentes. Une tension. Une tension qui va malheureusement se communiquer aux autres joueurs. Pas à tous, heureusement, mais aux plus fragiles. Cette tension va altérer les prestations sur le terrain et rendre électriques les relations interpersonnelles. C'est ici que naissent les problématiques de violence. Et vous, qu'en pensez foot ?